Bienvenue congénères. Salut les gens. Ravi de vous retrouver dans notre zone de dépression sélective. Dans l'épisode précédent, nous avons abordé le principe de coopération et la théorie de la sélection de la parentèle, qui explique les comportements altruistes par reproduction indirecte. Allez, des exemples. Oui, Canne Blanche, on y vient. Chez les lions, les troupes fonctionnent en harem de femelles qui entourent un ou plusieurs mâles. Les femelles restent donc toute leur vie dans la même troupe, et les mâles, eux, quittent leur troupe d'origine lorsqu'ils atteignent la maturité sexuelle. Ce système se retrouve chez la plupart des mammifères et a pour but d'éviter l'inceste et donc la consanguinité, qui ne donne en général rien de bon. À ce moment, les mâles au sortir de leur troupe deviennent des mâles errants, mais afin d'augmenter leurs chances de survie, notamment leur succès de chasse, tous ne restent pas solitaires et forment des coalitions de mâles. Or, quel est le but de tout mâle qui se respecte ? Se reproduire. Le sexe c'est trop bien. Exactement, donc prendre possession d'une troupe en éjectant le ou les mâles qui en sont à la tête. Là encore, ce système évite l'inceste entre un mâle en place depuis longtemps et ses propres filles notamment. On va finir par avoir des emmerdes avec tes conneries. Le fait d'être plusieurs augmente également les chances d'évincer le ou les mâles à la tête de la troupe, d'autant que les femelles leur portent souvent assistance. Hein ? Pourquoi ? L'instinct maternel, parce qu'un mâle qui prend possession d'une nouvelle troupe veut transmettre ses gènes dès que possible. Et il va donc avoir un comportement infanticide avec tous les jeunes de moins de 6 mois qui ne sont pas de lui, afin de stopper l'allaitement en cours des femelles et donc les rendre de nouveau réceptives à la reproduction. Bon ok, mais il est où le rapport avec la sélection de parentèle ? Dans les coalitions de mâles errants, dans le cas d'une coalition de 2 mâles, les 2 mâles se reproduisent de manière équivalente et ont donc un nombre de descendants similaire. Ils ont alors le même succès reproducteur. En revanche, dans le cas d'une coalition de 4 mâles ou plus, on remarque qu'un seul individu monopolise la reproduction par rapport aux autres. Ah l'enfoiré. Non, en fait c'est simple. La plupart des coalitions de 2 mâles sont non apparentées, environ 80%, alors que dans les coalitions entre 4 et 10 mâles, tous les individus sont toujours apparentés de près ou de loin. Lorsque l'effectif est de 2, donc 2 mâles non apparentés, on a affaire à de la simple coopération. Chacun obtient un bénéfice immédiat et celui-ci dépend d'une sélection directe. Par contre, lorsque les effectifs sont plus importants, tous les individus étant apparentés, il y a un effet de la sélection de la parentèle par biais de paternité. Les gènes des mâles ne se reproduisant pas sont transmis par sélection indirecte. Tant qu'on parle de mammifères vivant en groupe, cette sélection indirecte amène certaines chauves-souris à des comportements solidaires par allaitement collectif, c'est-à-dire que les femelles allaitent sans distinction tous les petits du groupe, même si ce ne sont pas les leurs. Chez les unicellulaires aussi on trouve de la sélection de la parentèle, par exemple chez l'Amibe acrasiale. Ces organismes se rassemblent sous forme de colonies en s'agrégeant les uns aux autres quand le milieu devient défavorable, et les individus vont remplir des rôles différents. Certains forment le pied qui permet la fixation, donc ne se reproduisent pas, les altruistes, et d'autres forment les spores pour la reproduction, les bénéficiaires. Or, chaque colonie est constituée d'individus très proches génétiquement, et ces derniers sont tout à fait capables de se discriminer. Aussi, des individus qui diffèrent de la sous-génétique initialement présente, donc avec un degré d'apparentement moindre, se séparent du reste de l'agrégat pour former leur propre colonie. À l'échelle cellulaire, il existe également une forme de coopération entre les spermatozoïdes de certaines espèces animales, comme le mulot par exemple. En s'accrochant les uns aux autres, ils peuvent ainsi arriver plus vite à l'ovule qu'en solo, et donc possiblement que les spermatozoïdes venant d'un autre éjaculat présent dans le tractus génital de la femelle. Le sexe c'est dégueulasse. Ces spermatozoïdes étant semblables génétiquement, apparentés en quelque sorte puisque venant d'un même individu. Il y a sacrifice de nombreux altruistes pour permettre l'arrivée au but du seul bénéficiaire qui pourra pénétrer l'œuf avant l'un des concurrents. C'est la compétition spermatique qui alimente donc ce mécanisme de sélection de la parentèle par fécondation indirecte. Ce principe de coopération spermatique est d'ailleurs assez répandu chez de nombreux groupes dans le règne animal. Allez-y les mecs, continuez sans moi. Ok. Là, on va prendre l'exemple des hyménoptères eusociaux, c'est-à-dire les guêpes, les abeilles et les fourmis. L'eusocialité est un mode d'organisation sociale chez certains animaux qui fait qu'un même groupe d'individus vivant ensemble est divisé en castes d'individus fertiles et non fertiles. Ces insectes possèdent donc dans leur population des ouvrières stériles, et c'est un superbe modèle d'application de la sélection indirecte. Cela tient en grande partie de leur système de détermination du sexe, que l'on qualifie d'aplodiploïde. T'avais pas dit au moment de la création de la chaîne que t'essaierais de faire simple, parce que là c'est sacrément barbare. Tu sais, si on peut se passer d'un cours exhaustif de génétique, je pense que peu de gens t'en voudront.
Oui, je vais faire simple. Ça veut dire que, contrairement aux femelles, les mâles sont issus d'œufs non fertilisés. Ils ne possèdent donc que la moitié des chromosomes de leur mère. Cela implique qu'au moment de fabriquer leurs gamètes, ils ne peuvent pas effectuer une méiose puisqu'ils sont le produit d'un ovule non fécondé. On vous renvoie à l'épisode 1. Donc tous leurs spermatozoïdes sont identiques entre eux et aux mâles eux-mêmes, et il n'y a aucune relation de filiation entre mâles de plusieurs générations. Ouais, bref, ce système induit des asymétries génétiques. Mais encore. Je ne rentrerai pas dans le détail des degrés d'apparentement, mais dans les grandes lignes, ces asymétries sont telles que deux femelles filles sont plus apparentées entre elles qu'elles ne le sont avec leurs propres descendants potentiels. La corrélation génétique entre deux sœurs est de 75% contre 50% avec leurs descendants, mâles ou femelles. Je vous épargne les calculs, ne me remerciez pas. Cela signifie que dans un tel système, le succès reproducteur des ouvrières peut être maximisé par sélection indirecte en élevant des sœurs, issues de la reine, plutôt qu'en se reproduisant elles-mêmes, donc par sélection directe. On a là une explication pour justifier de la socialité, voire de la stérilité totale des ouvrières chez de nombreuses espèces d'hyménoptères. Après, attention, il y a toujours des conflits d'intérêts liés à la coopération, car on n'est jamais autant apparenté qu'à soi-même. Or, dans le système qu'on vient de décrire, il persiste un conflit entre les ouvrières et leur mère, la reine, vis-à-vis de la ponte d'œufs non fécondés, soit des mâles, car une ouvrière reste moins apparentée à ses frères qu'à des fils ou des neveux potentiels. Mais il y a toujours des éléments pour contrebalancer et changer les données du problème. Sans vouloir encore complexifier, un de ces éléments est que, chez les hyménoptères, la reine s'accouple avec plusieurs mâles dont elle stocke les gamètes. Donc les ouvrières sont en réalité des demi-sœurs, ce qui diminue leur corrélation génétique. Du coup, le conflit qui pouvait opposer les ouvrières à leur mère glisse en un conflit qui oppose les ouvrières entre elles. Il est alors plus avantageux aux ouvrières de ne pas pondre, car sinon, si toutes les ouvrières pondent, elles se font concurrence. Cela amènerait en théorie à un comportement de police des ouvrières, qui fait qu'elles devraient s'empêcher de pondre mutuellement, ce qui serait une perte de temps et d'énergie, soit un coût supérieur à celui de la reproduction indirecte. Pouf, c'était dense. Tu veux pas aborder un sujet plus léger avant la conclusion, histoire de se détendre un peu? Pourquoi pas? Au-delà de cette socialité, il est intéressant de souligner que certaines espèces d'hyménoptères, notamment des fourmis, pratiquent également le mutualisme avec d'autres espèces. Par exemple, certaines espèces cultivent des champignons qui sont à la base de leur alimentation, il y a alors bénéfice réciproque. D'autres encore élèvent des pucerons, ceux-ci sont ainsi protégés de leurs prédateurs par les fourmis, qui, en retour, raffolent du miel sucré qu'ils excrètent. Trop badass les fourmis, c'est elles qui ont inventé l'agriculture et l'élevage. Il y a aussi le cas d'Acacia, qui offre logement, pouponnière et nourriture aux colonies de certaines fourmis qui, en contrepartie, défendent leur territoire, donc l'arbre, de tout agresseur potentiel, notamment les autres insectes et les parasites. Même certains grands herbivores reculent face aux piqûres de ces fourmis téméraires qui font office de véritables systèmes de protection comparables à un système immunitaire pour le végétal. Exception, l'acacia a besoin d'autres types d'insectes, volants, pour se reproduire. Aussi, les fleurs de l'acacia font-elles office de répulsifs à fourmis à courte portée, afin de permettre l'approche des pollinisateurs. Nous avons donc vu que la coopération et l'altruisme étaient fréquents dans la nature, mais qu'ils sont toujours dépendants d'un bénéfice pour contrebalancer le coût que ces comportements occasionnent. Or, pour le coup, l'être humain notamment est un cas particulier, car sa définition de l'altruisme est différente, puisqu'il s'agit de comportements d'aide envers l'autre sans contrepartie, sans calcul du degré d'apparentement, ce qui semble aller à l'encontre de tout mécanisme évolutif. T'as pas l'air comme ça, mais t'es un humaniste en fait. Isn't it lovely? Pas du tout, je suis un grand misanthrope, mais je suis également pragmatique, et l'homme est soumis à un effet peu banal. Comme tout être vivant, l'homme est soumis à la sélection naturelle, qu'elle soit directe ou indirecte. Alors pourquoi vient-on en aide aux vieux, aux malades, aux handicapés, aux mourants même, qui sont finalement un poids pour la société? Pouce rouge en approche, haters en vue. Eh bien il semblerait qu'avec le temps, pour une raison obscure, la sélection naturelle ait favorisé les groupes allant à l'encontre de cette même sélection, via des comportements solidaires non bénéfiques pour les altruistes. Darwin lui-même l'avait relevé, car lui était un humaniste pour sa part. Et un farouche opposant à l'esclavage, entre parenthèses. J'aimerais vous conseiller à ce propos la vidéo « L'erreur de Soufiane Islam » de la chaîne M Gigantoraptor. Le lien est en description. Il a ainsi déterminé que la civilisation prenait le pas sur la sélection, dans la conclusion de son ouvrage La filiation de l'homme, mais personne à l'époque ne l'a compris. C'est la théorie de la civilisation. La sélection va favoriser les groupes sociaux qui ont tendance à contrecarrer cette même sélection. En bref, la sélection a tendance à se neutraliser elle-même au profit de la civilisation.
Il faudra attendre 1983 pour que Patrick Thor relève ce raisonnement dans l'œuvre de Darwin, qu'il baptisera « Effet réversif de l'évolution ». Malheureusement, c'est la vision égoïste de la sélection naturelle, faisant fi des notions de coopération, d'altruisme, de socialité et de civilisation, qui dominera pendant plus d'un siècle, vision qui sera servie à toutes les sauces et même appliquée à la société. C'est ce qui donnera l'eugénisme, père du racisme et du fascisme, défendant l'idéal d'un homme supérieur. Blanc, bien entendu. Et d'une hiérarchie entre les peuples, les individus, et promouvant l'élimination systématique des handicapés, des criminels, des idiots et autres parasites de la société, ce qui aboutira à des campagnes massives de stérilisation dans différents pays au cours du XXe siècle. Et pire encore, c'était hier, on connaissait les lois de la limité, et tout ça dans l'idée de ne pas contrarier la sélection pour ne pas faire régresser l'espèce humaine. Quelle connerie! Ce sera même appliqué au niveau économique, en laissant entendre qu'il vaudrait mieux laisser crever les pauvres et les empêcher de se reproduire. Au cas où la misère aussi soit héréditaire, on sait jamais. Tout va bien. Ultime ironie du sort, on appellera ça le darwinisme social, alors que ces idées étaient en totale opposition avec la vraie pensée de Darwin. Merci. Merci Herbert Spencer d'avoir associé son nom plutôt que le vôtre à ces foutaises, permettant par ailleurs aux créationnistes de faire certains raccourcis stupides. Darwin est responsable des actes de Hitler. Finalement, ce sont les horreurs et atrocités de la Seconde Guerre mondiale qui feront bien reculer la pensée eugéniste, qui était autrefois dominante, notamment chez des grands penseurs et des pionniers de la génétique. Mais malheureusement, ce genre de discours nauséabond qui utilise cette vision biaisée des mécanismes biologiques est encore ancré dans l'actualité, chez certaines familles idéologiques et politiques notamment. C'est vrai que ce serait con que des gens aussi sages et civilisés qu'eux aillent à l'encontre de ce que veut la nature, non? La nature. Voilà, cet épisode est à présent terminé, donc je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous l'avez trouvé suffisamment clair et intéressant. Et si donc je m'enregistre face caméra aujourd'hui, un peu à l'arrache certes, mais c'est parce que je voulais vous remercier de vive voix, vous dire merci parce que vous êtes à présent plus de 100 abonnés, ce qui pour nous est juste énorme, donc forcément merci beaucoup à vous tous, plus particulièrement à ceux qui like, à ceux qui partagent, et à ceux qui laissent des commentaires aussi, parce que c'est toujours intéressant et agréable d'échanger avec vous, et j'estime que toute forme d'interaction est de toute manière très enrichissante. Donc merci encore à vous tous. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, des bises, et salut.